bonjour à toutes et tous. Et bon, merci Sonia d'avoir accepté cette invitation et encore une fois de travailler avec Colos en main dans la main, comme on sait le faire en Gironde, notamment dans le Krebs, au Krebs de Bordeaux, de Talence, où on intervient quelquefois. Et ça a été la première. Et ensuite, où c'est qu'on a été Et ensuite, à on a fait Carbon-Blanc. des assises à Carbon-Blanc, l'école. À Carbon-Blanc, ancien Médarangeal également. Ouais. Alors, bon, déjà, merci à tous pour votre participation parce que vous êtes toujours aussi nombreux, c'est toujours intéressant et on essaie de passer sur tous les, de faire un travail transversal sur les thématiques que l'on aborde pendant ces lives. Donc, on a commencé avec Andrea Bescon où on a parlé de notre résilience. Après, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé Muriel Salmona justement de la traumatologie et victimologie, comment réparer un traumatisme. Et aujourd'hui, donc c'est la BPDJ de Bordeaux, donc tu vas expliquer ce qu'est la BPDJ et le rôle de la BPDJ dans la démarche de dépôt de plainte et de dénonciation mais comment après vous recevez la parole de l'enfant, comment vous l'interrogez, visiter la salle Mélanie, la fameuse salle Mélanie et pourquoi elle s'appelle salle Mélanie, peut-être aussi. Voilà la mascotte. Moi, quand je suis venu dans ton bureau, la mascotte c'était un petit chien. C'était ton petit chien. Mais tu sais qu'il est pas loin. Je vais l'appeler. Vas-y, continue. Je vais l'appeler Faust. Faust. Et donc voilà. Donc, mais Sonia, je te laisse te présenter en te remerciant encore une fois de participer à ce live avec les Colosses. Bon, écoute, merci Sébastien, merci pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi pour qui tu es et pour l'association que tu as créée. Alors c'est vrai que tu avais fait une genèse et un récapitulatif de notre rencontre. Il y a Faust qui vient d'arriver. Tiens, regarde, viens, je veux le présenter à tout le monde. Tiens, je vais montrer. Il y a Faust, quand même, il faut que... Regarde, sois un petit peu élégant. Non, on ne veut pas. J'ai ma collègue Anna à côté. Voilà, regarde, il y a du monde en live. Hein, regarde, Faust, hop, la mascotte. Alors, oui, la BPDJ, pour être rapide, la BPDJ est une jeune unité puisqu'elle a 21 ans d'existence. Donc, on est situé sur la commune de Bordeaux-Mérillac. Quand je dis c'est une jeune unité, parce que dans la grande histoire qu'est l'institution gendarmerie nationale, qui a des siècles d'histoire, elle, 21 ans, c'est rien, hein, sur l'échelle, voilà, c'est ça, sur l'échelle du temps. Donc, nous sommes 5 à la BPDJ. Nous avons une compétence départementale, donc une compétence girondine, et on travaille sur 2 axes. Le premier axe, c'est l'axe de la prévention, c'est-à-dire tout ce qui est information, sensibilisation auprès des jeunes directement, qu'on rencontre pendant le temps scolaire ou en dehors du temps scolaire. Alors, BPDJ, brigade de prévention de la délinquance juvénile. Alors, regarde, c'est facile à retenir. Parce que la petite mascotte, elle est habillée pour l'occasion. Est-ce qu'on le voit? Ouais. On va le voir, mais à l'envers. Et c'est à l'envers. C'est bête. Mais on le devine. Brigade de prévention délinquance juvénile. Donc, voilà, c'est une unité qui a vocation à travailler en prévention avec les jeunes, sensibilisation des professionnels qui sont en charge de l'enfance et de l'adolescence. Donc, l'École nationale de la magistrature, les facultés, droit, psycho, médecine, l'IRTS, le CNFPT, et les associations, formation, les avocats également. Et puis, ce qui nous occupe, et ce qui nous a rassemblés, c'est la mission de protection de l'enfance en danger. Donc, il y a 21 ans, on a démarré avec quasiment la naissance de la loi du 17 juin 98, qui vient en droit français instaurer la procédure dite Mélanie, d'où le nom de la salle que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. Et instaure, on va dire, met en place un système d'audition recueilli sous la vidéo pour pouvoir enregistrer toute la communication non verbale qui n'apparaît pas dans le procès verbal, le mal nommé, puisqu'il n'est pas verbal, il est écrit. Donc sur la procédure écrite, tout ce qui est mimique, les silences et puis la gestuelle n'apparaît pas. Donc c'était dommage. Les silences ne font pas tous le même bruit. Ah, c'est beau ce que tu dis, c'est exactement ça. Surtout qu'il y en a 7 formes. J'ai pas le temps en live de vous les décrire, mais il y a 7 catégories de silence et c'est important de les avoir enregistrées.
de les interpréter, de les respecter surtout. Parce que quand on reçoit, pour faire le lien avec tes différents invités, quand on reçoit des enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles et de maltraitance en général, le trauma, tu ne le sais que trop, il est toujours là. Soit il avance à grand bruit, soit il est à bas bruit. Mais en tout cas, on peut pas l'ignorer. Et le silence fait aussi partie de ce que la conscience ne peut pas dire sur le moment. Donc c'est important de respecter ces silences. Donc on a démarré avec les auditions de mineurs victimes d'agressions sexuelles. Et puis on a poursuivi, on a étendu notre champ d'action avec les auditions de mineurs victimes de maltraitance en général. Et depuis 2016, on a étendu notre assistance aux unités des gendarmeries, on va dire traditionnelles de la Gironde, pour recueillir la parole des mineurs qui sont témoins de violences conjugales, témoins de violences intrafamiliales, et donc, de facto, s'ils sont témoins de violences intrafamiliales, il faut les considérer comme étant des victimes de violences. D'où la présence de ma collègue Anna, qui est référente violences intrafamiliales sur le département et qui est donc l'interlocutrice privilégiée des enquêteurs de la Gironde qui, lorsqu'ils ont à traiter, qui enregistrent une plainte de violence conjugale, et qu'au domicile il y a des enfants, et dans 80% des cas il y a des enfants au domicile, Anna s'assure que la procédure a été faite, on va dire, en bonne et due forme du début jusqu'à la fin, et surtout que ces enfants, on puisse recueillir leurs paroles, parce que même s'ils ne sont pas victimes directes, ils sont victimes par ricochet, comme je le disais il y a un instant, et c'est important de recueillir cette parole-là et d'écouter la souffrance et le ressenti. Voilà ce que la PPDJ fait. Il y a déjà une question intéressante. Y a-t-il des PPDJ dans tous les départements? Alors malheureusement, non. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il existe 48 BPDJ sur le territoire national, c'est-à-dire métropole et l'ultramarin. Voilà. Ce qui fait que comme on a une compétence départementale, calcul 48, ça fait pas une par département, malheureusement. Non. J'ai eu la chance de travailler. Je croise souvent, c'est vrai, des gendarmes. Et moi, j'ai un lien très très fort avec les gendarmes parce que moi, dans mon affaire, enfin dans l'affaire qui m'a touché, j'ai eu un accueil du capitaine de la gendarmerie de Dax qui a été formidable et qui a été un soutien et vraiment, il a été un soutien de tous les temps et de toute la période, dans toute la procédure. Je l'appelais quand j'en avais pas bien, il me répondait. Enfin, il avait vraiment fait un travail complet avec moi. Alors, je sais pas s'ils font ça avec toutes les victimes, mais moi, j'ai un attachement à la gendarmerie qui est assez fort et j'ai eu la chance de partager, de travailler avec vous. C'est comme ça que j'ai découvert la BPDJ, mais j'ai découvert aussi la BPDJ de Polynésie qui a beaucoup de travail en prévention et à Tahiti. Et notamment, et avec qui j'ai travaillé et qui, c'est vrai qu'ils font un travail formidable sur le terrain. Donc, même si les gendarmes, l'accueil des gendarmes, mais on va en parler, l'accueil des gendarmes, il est toujours décrié. Mais alors moi, je crie haut et fort que non, il y a des choses qui s'améliorent. Les gendarmes sont formés maintenant, contrairement aux policiers. Les policiers ne sont pas tous formés encore. Les gendarmes, ils sont formés à recevoir la parole de la victime. Donc, est-ce que tu peux nous faire un point déjà sur alors bonjour Ludivine. Alors Ludivine Mal qui est victime de son entraîneur de roller qui participe à tous les lives. Je te fais un coucou Ludivine. Je te fais un coucou aussi Ludivine. Je te connais pas mais je te fais un coucou aussi. Qui vient de nous rejoindre. Alors peux-tu nous dire déjà faire un constat sur la formation des gendarmes pour accueillir la parole de la victime? Alors écoute, là où je te rejoins vraiment Sébastien, c'est que même sur un recul de 5 ans en arrière, on a fait vraiment un super bond en avant. Alors la formation, c'est quelque chose, on va dire de manière en général, quelque chose d'indispensable parce que la bonne volonté ne saurait suffire. C'est-à-dire que recueillir la parole d'un enfant, ça ne va pas de soi. C'est bien quand on est de bonne volonté, mais sans technicité, sans méthodologie, sans connaissance minimale sur les stades de développement psycho-affectif et cognitif de l'enfant. C'est compliqué parce que sans le vouloir, on peut commettre des maladresses et on peut même venir ancrer un traumatisme. Bon, donc la formation, elle est importante. Alors, il y a deux choses à dire sur la formation au niveau de la protection de l'enfance. Il y a des enquêteurs qui sont formés aux auditions dites donc Mélanie,
du nom de la première petite fille qui a été entendue avec la procédure mettant en place la vidéo pour des agressions sexuelles. Donc cette méthodologie est enseignée dans nos écoles de gendarmerie et concerne uniquement les volontaires. Donc il faut savoir ici à la BPDJ de Bordeaux, tout mon personnel est formé à ces techniques d'audition qui sont inspirées de méthodologies canadiennes. Et ensuite, aujourd'hui, il faut savoir que les gendarmes qui sortent de l'école sont tous formés, c'est un module de 8 heures qui est dispensé, tous formés pour l'accueil des victimes en général et notamment des victimes de violences intrafamiliales. En plus de ça, là, en ce moment, la gendarmerie a mis en place une mallette, un kit pédagogique de formation à charge pour tous les groupements, c'est-à-dire pour tous les départements de France et Outre-mer, de former, d'accord, tous les gendarmes sur le terrain pour qu'ils puissent comprendre le mécanisme de la violence. Donc ce sont des apports qui sont à la fois techniques, pratiques, procéduraux, mais également sociaux et psychologiques. Et ça, c'est très important parce que ça va améliorer à la fois la prise en compte, la prise en charge, et puis quand on connaît, on peut mieux appréhender. Après, la sensibilité, elle est escalée, on est chacun singulier, unique, donc on a des approches qui sont propres, mais partager une même méthodologie, c'est vraiment très important. Donc je te rejoins, mais c'est super important. Voilà. Et alors je vois la Voix de l'Enfant, une association présidée par Martine Brousse et avec qui on travaille en maillage. Je sais qu'eux aussi, de leur côté, forment beaucoup de gendarmes. On était avec Muriel Salmona la semaine dernière et qui, elle, forme beaucoup de magistrats. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui est faite. Et je vois Ludivine qui pose la question, est-ce qu'il y a une liste des BPDJ? Alors, si mes souvenirs sont bons, on ne peut pas aller déposer plainte à la BPDJ directement. C'est le procureur. En fait, tu vas peut-être nous dire le process et comment on arrive à la BPDJ. D'accord. Alors, je vais vous parler uniquement de ce que fait la BPDJ 33 parce que toutes les BPDJ ne font pas des auditions, d'accord? Donc, je vais vous parler de ce qu'on fait en Gironde. Alors, effectivement, on n'a pas ce qu'on appelle une saisine directe. Ça veut dire que les victimes, qu'elles soient mineures, parce qu'un mineur a parfaitement le droit d'aller signaler des faits pour lesquels il est victime. Ça se sait pas, mais je le dis, et je l'apprends peut-être à certains. Donc, que ces victimes soient mineures ou majeures, on ne peut pas venir directement à la BPDJ, d'accord? Il faut passer il y a deux options, soit c'est le dépôt de plainte directe dans une brigade de gendarmerie territoriale, d'accord? Soit il y a eu un écrit qui a été adressé au magistrat du parquet des mineurs à Bordeaux. Ça peut être un écrit d'un citoyen lambda, d'un voisin, d'un ami, de la famille, ça peut être l'école, ça peut être une association. Un signalement à la CRI. Un signalement, voilà. Ça peut être une information préoccupante, c'est-à-dire un écrit qui a été adressé au conseil départemental, à la CRIP, la cellule de recueil d'informations préoccupantes, voilà, qui après évaluation sociale ou évaluation de la situation a jugé que il y avait des investigations pénales à faire, auquel cas la CRIP, donc le conseil départemental, va saisir le magistrat du parquet, ou bien carrément le magistrat du parquet aura été saisi directement par cet écrit, c'est donc un signalement judiciaire. Donc par ces deux biais, la brigade de gendarmerie sera saisie. Donc je répète, un dépôt de plainte directe ou alors le magistrat du parquet qui leur demande de commencer une enquête. Au moment où les gendarmes de la Gironde vont devoir recueillir la parole de l'enfant, c'est là qu'entre en jeu la BPDJ. Donc ils nous appellent, ils nous saisissent, ils nous expliquent quel est le dossier, voilà, sur quoi ils travaillent, par exemple un viol, une agression sexuelle, un enfant qui est témoin et donc victime de violences conjugales, voilà. Et on prend rendez-vous. En principe, pour les plus jeunes enfants, le rendez-vous va se donner en matinée parce qu'on va respecter son développement chronobiologique. Il est très fatigable l'après-midi, il fait peut-être la sieste, donc on les reçoit le matin pour les plus jeunes. Voilà. On étudie le dossier, on donne rendez-vous et ils viennent à la BPDJ donc pour être entendus. Voilà comment on procède. Alors, si j'ai un conseil, tu parles d'entendre l'enfant. Si j'ai un conseil à donner, c'est le conseil que l'on donne nous tous quand on est en formation, quand on donne des formations. Quand vous recevez la parole de l'enfant, vous la recevez, ne vous prenez pas pour un gendarme, n'allez pas questionner l'enfant. Parce que souvent, les questions que vous allez poser vont être orientées vers les réponses que vous imaginez.
et vous allez poser une question qui sera fermée du coup, et la réponse sera dans la question. Et l'enfant sera piégé entre guillemets. Exactement. Donc surtout, moi je le rabâche en formation, surtout ne posez pas de questions, c'est pas notre travail. Nous on signale, on accueille la parole de la victime, on le signale, et après chacun son travail comme le fait la BPDJ. Ouais, c'est exactement ça. Donc peut-être je peux me déplacer. Est-ce que c'est le moment de peut-être te Oui, alors attends, il y a quelques questions qui sont arrivées. Dis-moi. Avez-vous les moyens techniques de remonter un pervers qui sévit via les téléphones portables ou c'est pas possible? Alors déjà, il faut rappeler dès qu'il y a des approches qui sont faites par les réseaux sociaux ou les téléphones, il y a la CNIL, il y a Pharos aussi pour signaler. Oui. Et alors, enfin, si tu peux faire un petit expliquer 2-3 choses sur signaler via les réseaux sociaux ce qui se passe. Oui, et est-ce qu'on peut remonter au prédateur? Voilà. Chez nous, en gendarmerie, on a des techniciens high-tech, donc qui s'occupent de ces e-technologies et qui vont pouvoir investiguer et essayer de remonter quand c'est possible à l'origine. Et il y a des enquêtes comme ça sur la cybercriminalité qui se font et qui se résolvent. Oui. Sachant que on fait le lien souvent en prévention, donc là on est en protection sur les auditions de ces enfants ou même de ces adultes qui se font avoir par des prédateurs qui se cachent honteusement derrière les écrans en utilisant un pseudo, en montant sur l'orage, en hameçonnant. Donc c'est l'occasion pour nous aussi à la BPDJ de faire un travail de prévention directement auprès des jeunes pour leur donner des conseils utiles afin qu'ils apprennent à se protéger et non pas à diaboliser l'outil Internet est un outil formidable, sinon d'ailleurs on ne serait pas en train de pouvoir communiquer et échanger avec beaucoup. Donc c'est un bel outil, mais à condition, comme quand on apprend à traverser la route, qu'il y ait aussi un permis de naviguer, je dirais, donc le permis Internet, il est fait pour ça. Donc c'est important de donner les outils pour se responsabiliser et puis savoir se protéger. Donc pour répondre à ta question, oui, chez nous, il y a vraiment des cyber... des brigades cyber, quoi. Voilà. Et il y a des accords, il y a des accords qui ont été signés avec Facebook notamment qui possède Instagram et qui possède WhatsApp. Il y a des accords avec aussi Snapchat parce qu'on sait que c'est par là que passent toutes ces personnes. Donc effectivement, même si les messages sont effacés, vous avez toujours moyen de retrouver l'historique. Vous pouvez rentrer dans les machines pour retrouver l'historique, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, on peut rentrer dans les machines. Exactement. Ils peuvent entrer dans les machines. Ils peuvent. Alors, avant de nous faire visiter ton local, en fait, ta Sainte-Mélanie, pardon, un petit constat dû au confinement. Est-ce que vous avez une recrudescence de signalements comme le 119 à 85%, je crois, d'augmentation de signalements? Est-ce que vous avez constaté, vous, en tant que PPDJ, aussi une augmentation des signalements lors de ce confinement? Alors, les collègues qui sont sur le terrain ont enregistré sensiblement une hausse des interventions qui sont liées à l'exaspération et les tensions se font encore plus violentes qu'elles ne pouvaient être. Il faut signaler que les enfants qui pouvaient jusqu'alors trouver refuge dans les écoles, là malheureusement, suite à cette crise sanitaire qui nous confine tous, malheureusement ils sont tenus prisonniers, ils sont piégés à l'intérieur de domicile. Donc les signalements qui vont arriver ne sont pas encore arrivés, c'est-à-dire que le 119 enregistre. Nous attendons très sincèrement à une déferlante. Voilà. C'est-à-dire que là, tout de suite, il va y avoir un petit temps de décalage. Là, c'est le moment des enregistrements, de ces signalements, de les écoutants, les enregistrer, le temps que ça redescende via les plateformes et les différentes instances et que ça arrive jusqu'à la BPDJ, va se passer un petit délai. Mais post-confinement, déjà, je pense qu'on va voir arriver... on va voir arriver les dossiers. Donc, il nous tarde de repartir sur le terrain pour pouvoir justement libérer cette parole, parce que je pense que malheureusement, on va avoir un paquet, mais bon, je pense qu'il va falloir qu'on attende septembre, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure. Alors, tu nous fais visiter tes locaux? Alors, attends. Tu sais que moi, la technique, moi, je ne suis pas une cyber patrouilleuse ou une cyber enquêtrice. Alors, peut-être que je vais prendre... Les deux flèches en haut à gauche. Voilà. Alors, attends, je suis dans la salle d'audition. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer la salle. Voilà, la salle, peut-être, c'est fausse située. Voilà.
Donc Faust, le Boston Terrier qui m'appartient et qui est un tiers média de communication formidable pour aider à délier la parole. Voilà, ça y est, t'as fait ta petite star, on t'a vu. Donc ça, c'est le petit nounours. Ben voilà, on le voit. On le voit dans le sens. Hein, qui a été rebaptisé pour l'occasion et qui s'appelle Vidocq. Vidocq, en verlan, c'est ce que je viens de faire. Ouais, ok. Donc ici, tu vois les deux petits fauteuils qui sont placés en vis-à-vis, qui permettent à l'enfant de s'asseoir. Ben, Anna, par exemple, est-ce que tu veux bien jouer ton rôle que tu as tenu dès cet après-midi et t'installer sur un des fauteuils? Donc je vous présente en direct Anna, qui est donc ma collègue et qui est donc la coordinatrice départementale pour les violences intrafamiliales. Donc ben voilà, je te le mets en situation. Donc Anna, pas plus tard que cet après-midi, était installée sur ce fauteuil et la jeune fille, exceptionnellement, nous recevons aussi des majeurs protégés. C'était une jeune fille qui était placée sous curatelle renforcée et on prête main forte aussi aux enquêteurs lorsqu'ils doivent auditionner des personnes vulnérables et les majeurs protégés font partie de ces personnes vulnérables. Donc elle était assise dans ce fauteuil et ensuite, attention, pour ne pas vous donner le tournis, je vais me retourner tout doucement. Voilà comment ça se présente, petite décoration plante. Et là, ici, on voit quoi? On voit donc un bureau. Derrière le bureau, ici, un petit peu dissimulé, sans plus, hein, il ne s'agit pas de la cacher complètement, mais qu'elle ne soit pas omniprésente. Là, ici, vous voyez, il y a la caméra qui permet donc de travailler en procédure Mélanie, donc sous vidéo. Et donc ici, si je me décale, l'enquêteur de la brigade territoriale qui est saisi du dossier, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, va s'installer dans le fauteuil et va taper à l'ordinateur, va faire un petit peu le travail comme un greffier avec un juge d'instruction pour les auditions dans le bureau de ce magistrat. C'est-à-dire que lui, il va taper in extenso les propos tenus par l'enfant et les questions posées par Anna, par exemple, cet après-midi. Voilà. Et c'est ça qui va constituer le procès-verbal. Alors, et vous restez, du coup, vous êtes en uniforme quand même, face à l'enfant. Alors, non. On a tenté les deux approches. Alors, attends, je vais revenir 2 secondes avec vous avant de montrer la salle d'accueil, hein, où ça se passe un petit peu avant d'aller en audition. Il y a un travail d'accueil et de mise en confiance qui est nécessaire et qui doit être fait parce que parler de l'indicible, c'est compliqué. Il faut un petit peu, on va dire, entre guillemets, s'apprivoiser avant. Souvent, je dis, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry et le Petit Prince avec le renard, hein, il faut s'apprivoiser et la gageure, c'est que ça se fasse pendant un temps record pour aller parler de quelque chose qui est pas raconter les dernières vacances agréables qu'on a passées. Donc c'est important qu'avant de rentrer dans cette salle que j'ai commencé par présenter, je vous montre avant ce qui se passe concrètement, c'est-à-dire dans la salle d'accueil, la salle de présentation et donc oui, pour ma question, donc est-ce que vous recevez un uniforme Et donc voilà, au début, on a testé les 2 options. Donc, nous, on représente en uniforme, en tant que gendarme, la loi symbolique et réelle. Donc, c'est important parce que la loi, elle est là pour protéger. Sachant que l'enquêteur qui est en charge du dossier, lui, majoritairement, il est en tenue. Donc, il la représente, cette loi. Il a commencé le dossier, il l'a initié et il va poursuivre le dossier. Eh bien, on a jugé bon, on a testé les 2 méthodes et dorénavant, on les reçoit en civil. Voilà. Ça ne change rien, mais c'est parfois, pour les plus jeunes ou pour ceux qui ont entendu parler d'abord de la gendarmerie en des termes qui ne sont pas forcément flatteurs, qui ont des représentations péjoratives des forces de l'ordre, la mise en confiance, on s'est rendu compte qu'elle se faisait plus facilement. On gagnait du temps sur ensuite ce partage et cet échange qu'on avait avec l'enfant. Sur la confiance, oui, bien sûr, il y a moins de barrières. Et en revanche, est-ce qu'un enfant, s'il décide de parler, s'il préfère parler à une femme qu'à un homme, comment vous faites, comment vous procédez? On accède ou l'inverse. On va s'adapter, c'est important. Est-ce que parce que moi je sais que même pour les adultes, quand j'ai des victimes qui souhaitent porter plainte, je pose toujours la question parce que nous, la démarche que l'on fait, c'est que on va enlever toutes les barrières qui peuvent être mises en place par les victimes pour aller déposer plainte, qui peuvent mettre un frein. Et donc c'est nous qui appelons la gendarmerie. Quand on est en zone de gendarmerie, on appelle la gendarmerie et on demande justement que notre victime soit reçue par une femme parce qu'elle désire parler à une femme. Pour les enfants, vous faites pareil.
Si un enfant préfère parler, vous choisissez ou enfin, oui. C'est celui qui est présent en premier ou... Non, pas du tout. Justement, c'est ça l'avantage de la BPDJ, c'est de ne pas intervenir, on va dire, entre guillemets, à brûle-pourpoint, à chaud, et que c'est une prise de rendez-vous qui va se faire. Donc, il y a une étude du dossier. Majoritairement, dans 80% des cas, c'est Anna qui va se charger des auditions. Ensuite, à la BPDJ, donc il y a 3 femmes et 2 hommes. S'il y a une demande particulière, alors pour le coup, pour nous, parce que c'est girl power à la BPDJ Bordeaux, c'est le contraire, si c'est le contraire, si vraiment il y a une demande particulière et par exemple, ça pourrait, parce que la compétence n'est pas genrée, hein, ça se saurait sinon. Bien sûr. Donc, si l'enfant ou la victime demande à être entendue par un homme, eh bien, c'est un des 2 collègues qui se prêtera à l'audition et au recueil de la parole tout aussi bien. Oui, on est d'accord. Pour les enfants, alors je pose les questions qu'on vous envoie. Pour les enfants, est-ce que c'est plus facile de se confier à une femme? Pour les plus petits, peut-être, parce qu'il y a le côté ils maternel. ont l'habitude de majorité. Ouais, c'est ça. Alors, attention, j'ai dit le côté maternel et pas l'instinct maternel, parce que là, sinon, je vais me fâcher. Il n'y a pas d'instinct maternel, comme ça, on ne peut pas en disserter. Alors, les enfants, majoritairement, quand ils sont à l'école maternelle avec des institutrices, enfin des professeurs des écoles, des femmes souvent. Et puis, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, les agressions sont réalisées, en tout cas sur les chiffres connus, dans plus de 90% par des hommes. Donc, c'est plus facile pour eux de se confier à une femme. Déjà, on ne leur renvoie pas l'image de l'agresseur, pour le tout bien petit. Sûr. Et puis, instinctivement, il est bien... en sachant qu'il y a des femmes qui peuvent être agresseurs. Et c'est pour ça que je disais les chiffres connus, parce que le jour où, là aussi, la parole va se libérer, je pense que ça va faire mal. Si tu me permets, il y a beaucoup de questions au niveau de la psychologie. Oui, je me la suis bloquée aussi. J'en ai vu passer un petit peu. Parce que je connais un peu ton CV, donc je me suis bloqué sur tous les gendarmes ne sont pas formés en psy, mais c'est pas normal. J'ai été confronté à un gendarme qui m'a dit d'aller voir mon père violent et violeur. Et on m'a dit, faites-vous soigner une honte. Bon. Il y a plusieurs choses. Alors oui, non, tous les gendarmes, peut-être pour commencer par le début, c'est vrai que j'ai une double, ici à la BPDJ, j'ai une double formation de juriste, c'est ma formation initiale et de psychologue. Maintenant, c'est pas nécessaire d'avoir fait des études de psychologie pour rentrer à la BPDJ. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une procédure judiciaire, et notamment pour les victimes d'agressions sexuelles, la procédure dite Mélanie, la loi du 17 juin 1998, encourage fortement les magistrats à demander une expertise psychologique pour les victimes et psychiatrique pour les mises en cause, c'est-à-dire pour les auteurs. C'est important parce que le psychologue va évaluer l'impact traumatique qu'ont eu les faits sur l'enfant. Et non pas, depuis post-outro et la commission View qui s'est réunie après, et non pas, comme on le croit trop souvent encore, pour donner un avis sur la crédibilité de la parole de l'enfant. Là, il faut vraiment, un jour, il va falloir vraiment tourner la page avec ça, parce que sinon, on prête des vertus aux psychologues qu'ils n'ont pas. Nous n'avons pas de boule de cristal, nous ne sommes pas Madame Irma, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Et puis, deuxième bonne chose, pour laquelle il faut arrêter de parler de crédibilité, c'est que la vérité subjective, c'est-à-dire la vérité du sujet, la vérité de l'enfant, ne se superpose pas forcément toujours à la vérité judiciaire, c'est-à-dire à la réalité objective des faits. Donc, ce sont 2 missions qui sont différentes. L'enquêteur, les magistrats, les maillons de la chaîne judiciaire vont rechercher la réalité objective des faits parce qu'il faut qualifier l'infraction. Est-ce que c'est un viol? Est-ce que c'est une agression sexuelle? Voilà. De quoi s'agit-il exactement? Et puis derrière, il y a la mise en place de toute la procédure. Le travail du psychologue, c'est autre chose. C'est l'évaluation de l'impact. Et éventuellement, alors les experts font l'évaluation, et ensuite il peut y avoir, et ça c'est autre chose et c'est un autre temps, la prise en charge de la victime, si elle le souhaite, ou si on le lui conseille fortement, ou si elle en a besoin, parce qu'il faut aussi pouvoir se reconstruire derrière. C'est une autre démarche qui est à dissocier de la démarche judiciaire, mais quand elle est en parallèle, ou quand elle est en même temps, elle est vraiment complémentaire, et de mon point de vue, elle est nécessaire. Très souvent. Mais dès qu'il y a dépôt de plainte, dans tous les cas, vous êtes en maillage avec France Victime et qui est relié à la justice, et donc une victime est orientée vers France Victime, anciennement INAVEM. Si oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, ici en Gironde, le tissu associatif est vaste.
on se connaît, il y a vraiment un bon réseau. Alors je sais que partenariat, réseau, ce sont des mots qui sont galvaudés parce que ça fait in de les dire, mais vraiment chez nous, ça n'est pas un vain mot. En Gironde, on a vraiment un très très bon réseau et tissu associatif et on travaille vraiment les uns avec les autres et les orientations, on en fait régulièrement. Lorsque la question nous est posée ou une demande de conseil, on le fait systématiquement ici à la BPDJ. Oui, ça c'est vrai. Alors, pourquoi l'expertise psy n'est pas faite par des professionnels des violences sexuelles? C'est fait par des professionnels et qui sont recensés auprès de la justice. Et après, tu peux rajouter des choses, mais c'est des psychologues, victimologues et criminologues en général qui font les expertises, si je me trompe pas toujours. Alors en principe, je ne vais pas débattre sur qui sont véritablement les experts, mais en principe, quand on a des velléités pour s'inscrire sur les listes de la Cour d'appel en qualité d'expert, et qu'en plus de ça, on est formé à la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, en principe, ça va avec. Les connaissances vont avec. Donc, on va dire que ce sont normalement des spécialistes. Il vaudrait mieux que ce soit des spécialistes. Alors je vois, bien sûr, tous les départements, toutes les PPDJ ne sont pas toutes équipées pareil, ne sont pas tous les départements, tu l'as dit en préambule, il n'y a pas des PPDJ partout, c'est dommage. Mais la voix de l'enfant, alors je sais pas s'ils sont toujours en ligne, mais j'ai essayé de vous contacter 2 fois, donc la voix de l'enfant, ça serait bien de me rappeler, parce que je veux faire un live justement avec Martine. Ah ben toi, c'est direct. Ah ben là, c'est direct pour parler, parce que pareil, il faut des UMJ. Alors j'ai plus exactement le terme de leur. J'ai perdu le terme là de suite, mais. Unités médico-judiciaires. Ils travaillent au sein. Ah d'accord. Et ils montent dans les hôpitaux justement des UMJ, mais qu'ils appellent sous un autre acronyme. Je l'ai perdu là. Excuse. Mais quand il n'y a pas de PPDJ, en général, voilà, ils essaient de s'implanter aussi dans les hôpitaux pour faire ces auditions qui sont filmées. Donc, s'il n'y a pas la PPDJ, il y a peut-être une UMJ dans un hôpital. Franchement, ça va se développer. Hein. Si ça n'est pas encore fait, ça va se développer. Moi, je suis moins rodée que toi. Hein. Je suis moins rodée que toi. Je ne lis pas tout en même temps. Alors, ça défile, mais en plus, on m'envoie. J'ai Claire. Voilà, UAPED. Voilà, Simon. Alors, Simon Latournerie, qui est notre chargé qui est notre intervenant Île-de-France. Donc, qui travaille à Simon Latournerie, comme voilà. Et l'acronyme, s'il te plaît, Simon, je me rappelle plus, je l'ai perdu, mais. Alors, les victimes craignent souvent les confrontations avec leur agresseur. Est-ce que cela arrive? Peuvent-elles refuser? Comment les protéger? Alors, ça, c'est une question qui est... tu vas peut-être y répondre, mais le jeudi, on fait, avec Maître Launay, donc mon avocat et qui est aujourd'hui bâtonnier de Dax, on fait un live aussi justement pour répondre à toutes vos questions juridiques. Donc, si tu peux développer si tu veux, mais... Les confrontations, stricto sensu, en droit, les confrontations se font devant le juge d'instruction, sinon avec les enquêteurs, éventuellement, quand c'est à la demande du magistrat, ça s'appelle des mises en présence. Mais au-delà de ça, ça veut dire que donc on a la confrontation de deux paroles, celle de la victime et celle de l'auteur présumé, puisqu'on est coupable une fois qu'on est passé et qu'on l'a été déclaré par la juridiction de jugement. Donc, le mis en cause et la victime vont être confrontés dans leur déclaration. Et là, c'est un moment qui est fort éprouvant parce que bien souvent, il n'y a pas des équipements au niveau logistique. C'est souvent dans la même salle. Or, quand on sait le déséquilibre, puisqu'on va parler là des enfants, des victimes enfants, on connaît le déséquilibre. On n'est pas, la parole n'est pas à égalité. La parole d'un enfant, on va dire, elle est moins bien équipé que la parole et la défense d'un adulte. Donc déjà, il ne parle pas à armes égales. Et en plus de ça, on va partir du principe que l'enfant a véritablement été agressé et que la personne est l'agresseur dans la pièce. La peur, la sidération, l'angoisse, la peur des représailles. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui vont faire que l'enfant va peut-être être empêché de parler, aura peur ou ça va venir ancrer un traumatisme. Donc, quand c'est absolument nécessaire, qu'on le peut et que l'enfant veut bien s'y prêter. Si une victime refuse, la confrontation ou la mise en présence n'aura pas lieu. Hein, ça ne doit pas tourner à la torture, hein, la procédure. Donc la victime peut refuser une confrontation. Oui, elle peut refuser. Et quand c'est nécessaire, parce que parfois quand même c'est intéressant
de pouvoir aller jusque-là, le mieux serait que, d'abord, leurs regards ne se croisent pas, de les mettre, dans le pire des cas, dos à dos, ou même de changer de pièce et de travailler avec l'histoire de vitres sans teint ou à distance. Alors, c'est ce que met en place donc la voix de l'enfant, des unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, où il y a effectivement une vitre teintée pour que l'enfant ne voit pas l'agresseur. Ben ouais, mais oui. Je pense que c'est important. En cas de violence intrafamiliale, l'enfant est retiré de son milieu familial. Tout dépend, toutes les affaires sont différentes. Si l'agresseur est bien sûr dans le cercle familial, dans le foyer, effectivement, l'enfant est retiré, est protégé et mis en milieu sûr. Les enfants sont forcément confrontés à leur agresseur. On y a répondu. C'est une horreur la confrontation, bien sûr. Tac, merci. Ah oui, j'ai la différence. Peux-tu donner la différence entre la BPDJ et la PJJ? Ah oui, alors, ce sont deux services qui sont différents. La BPDJ, répète, de brigade de prévention de la délinquance juvénile. Donc, nous sommes une unité de la gendarmerie nationale, donc l'institution gendarmerie nationale. Donc, on dépend depuis quelques années maintenant du ministère de l'Intérieur, mais on a un double statut, c'est-à-dire qu'on est militaire, à la fois militaire et on dépend du ministère de l'Intérieur. La PJJ, c'est l'acronyme de protection judiciaire de la jeunesse. Donc là, eux, ils dépendent du ministère de la Justice. Voilà. Donc, c'est une institution qui est différente. Et on travaille en lien, ce sont des partenaires parce que les investigations qui peuvent être faites à la demande des magistrats seront faites par la PJJ, les accompagnements de mineurs, notamment des mises en cause, mais ouais, au pénal. Donc, c'est pas la même chose. L'autre parent peut-il assister l'enfant ou demander à un avocat d'assister l'enfant? Ça, c'est des questions où on vous répondra jeudi avec Fred Launay, si vous le voulez bien. Ouais. C'est pas un travail, c'est une vocation. Bravo, madame. Effectivement. Alors, pour avoir travaillé plusieurs fois avec Sonia, je peux vous dire que Sonia et toute l'équipe de la BPDJ de Bordeaux, effectivement, ils sont très passionnés et beaucoup d'humour. C'est important de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Moi, je pense que c'est là, on a une des recettes de l'efficacité. Avec l'humilité, il faut travailler très vite dans le process, c'est-à-dire de l'enquête. Ça peut s'arrêter avec le classement sans suite, que l'enfant ou les victimes en général puissent ensuite trouver de l'aide pour leur prise en charge et leur reconstruction psychique, pour se relever et devenir un colosse. Voilà, se relever, avoir la tête haute et que effectivement là, le camp et que la peur s'en aille et se reconstruise avec des professionnels et notamment des psychologues, parce que plus de 80% des cas, ce sont malheureusement des classements sans suite. Oui, effectivement. Y a-t-il des frais à porter plainte contre un mineur? Non, il n'y a pas de frais. Et si on vous demande des frais pour déposer plainte, il faut le signaler parce que c'est gratuit, le dépôt de plainte. Et parce que ça ne sera pas des vrais, des vrais enquêteurs, ça, parce que... ça, c'est un service de l'État gratuit. C'est un service public, oui. Après, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, on va en parler avec toi, la différence entre une main courante et un dépôt de plainte. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de déposer plainte. Un gendarme, un policier n'a pas le droit de refuser une plainte d'un citoyen, normalement. Exactement, oui. Non, il n'a pas le droit. Donc, peux-tu nous dire la différence entre une main courante et un dépôt de plainte? Alors, s'il te plaît. Une main courante, c'est le fait de recueillir une information, de la transcrire et de la garder pour faire preuve s'il devait y avoir éventuellement des incidents postérieurs. Ce qu'on appelle un dépôt de plainte, alors attention, pas stricto sensu, c'est-à-dire signaler les faits par écrit et les adresser par l'intermédiaire de l'enquêteur, qu'il soit policier ou gendarme, l'adresser au magistrat, ça s'appelle un dépôt de plainte. Donc le dépôt de plainte, le mal nommé, parce que ça peut être porter les faits à la connaissance d'eux, et c'est juste à la fin, il y a la possibilité de déposer plainte contre un tel, nommé, ou contre X, si on ne connaît pas la personne qui a causé du tort, d'accord? Ou bien juste déposer plainte, je porte juste les faits à la connaissance de la justice. Ça, c'est sur procès verbal. Et le procès verbal sur lequel le témoignage donc, de la personne qui dépose est recueilli est transmis par l'enquêteur
au magistrat du parquet. Voilà, c'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, déposer plainte. Voilà. C'est ça, c'est la différence. C'est la différence. Et moi, je conseille toujours de déposer plainte parce que, justement, il y a une suite qui est donnée et c'est pas gardé sous le coude. Enfin, voilà, pour imaginer. Voilà, c'est ça. Êtes-vous aidé personnellement par des psychologues pour supporter les procédures? Alors, pour parler des colosses, effectivement, quand on a, parce qu'il faut savoir que quand on libère la parole sur le terrain, on reçoit des atrocités, des fois c'est des actes de barbarie, et des fois les enfants ils vont sans filtre. Donc, moi, ça m'est arrivé de craquer personnellement après avoir reçu des témoignages. Alors, jamais devant l'enfant, hein, on garde le sourire, mais dès qu'il est parti, ben, on lâche les chevaux et les larmes surtout, parce qu'on a besoin de décompresser, de décompenser. Et donc, on sent que quand on se connaît assez bien, en fait, du côté des colosses, que quand la marmite est remplie, on va voir un psy pour justement pour vider notre sac, et il y en a besoin. Est-ce que vous aussi vous le faites? Alors, nous, on a deux sas, on va dire, de décompression. Ouais, c'est ça. Donc, le premier sas, c'est le débriefing entre nous ici à la BPDJ. On discute, on échange, voilà. Donc, ça passe à la moulinette. Et si besoin est, il y a une psychologue qui travaille sur la région Nouvelle-Aquitaine et qui est vraiment dédiée pour recueillir la parole, le témoignage ou soulager les personnels de la gendarmerie. Voilà, donc il y a une possibilité. Tant mieux. Alors, tu as Guillaume Doré qui est présent. Alors, Guillaume, tu connais, c'est Logging Prévention. Je crois que tu avais travaillé avec nous au CREPS. Il était là, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Il pose une question. Condamnation pour des faits se passant sur les réseaux et notamment sur Snapchat. Le droit, c'est ce qu'il y a de formidable dans une démocratie, c'est que le droit ne peut pas devancer. Il ne peut pas y avoir un texte de loi, on ne peut pas interdire avant que malheureusement la pratique n'ait commencé. Ça viendra avec la technique, d'accord? Voilà, voilà. Le droit évolue. Ça me rappelle comment j'ai perdu, c'est comme toi l'acronyme. On cherchait pour le harcèlement. Voilà, le harcèlement scolaire. Pendant longtemps, on a déploré le fait que dans notre code pénal français, il n'y ait pas cette infraction ne soit pas encore là. Ben, il a fallu attendre que ça s'installe, que ce soit un fait sociétal qui cause beaucoup de préjudice pour que on en vienne à légiférer. Donc, ça te rappelle quelque chose? Tout vient à point à qui c'est attendre. Il est là. Il est toujours là. Il ne me quittera plus, celui-là. Combien de temps se passe entre le moment où l'enfant parle à un proche, un professionnel, et le moment où il est accueilli à la BPDJ? Alors ça peut aller très vite. Je dirais, ça peut arriver ce soir et demain matin, on le recevra. Mais des fois, ça peut être beaucoup plus long. Ben oui, c'est au rythme. C'est au rythme où la parole va pouvoir se libérer chez l'enfant. Et ensuite, qui signale éventuellement les faits à la justice. Si ça passe par exemple, un appel, si c'est l'enfant appelle le 119, il faut que le 119 ensuite fasse redescendre la procédure. Est-ce qu'on voit mon doigt? Ça chemine. Le temps que ça arrive à la BPDJ, vous avez compris que là aussi, il y a des intermédiaires, puisqu'il faut que ça arrive ensuite au parquet, donc au tribunal, que le tribunal ensuite envoie sa demande d'enquête à la brigade de gendarmerie, et que la brigade de gendarmerie locale appelle la BPDJ. Si c'est une plainte directe, si l'enfant se confie à ses parents en mettant en cause par exemple un prof de sport, d'accord, les parents reçoivent la parole, les confidences de l'enfant ce soir. Dès demain matin par exemple, ils vont à la brigade de gendarmerie de leur lieu de domicile, et la brigade de gendarmerie du lieu de domicile va nous passer un coup de téléphone dans la foulée, et nous on est capable de le recevoir dans la journée. Donc ça peut aller vraiment très très vite. Oui. Très vite, quand bien sûr il y a une antenne BPDJ. Oui, alors sinon il est entendu en gendarmerie. Sinon il est entendu dans la brigade de gendarmerie, voilà. Ou dans une UMJ, j'imagine. Oui. Vous avez parlé de 7 catégories de silence, peut-on en savoir un peu plus? Alors, est-ce que tu peux vite
Tu m'as intrigué d'ailleurs. C'est la première fois que mais oui, c'est la première fois que je t'entends parler des 7 silences. Et c'est la première fois que j'entends parler des 7 silences aussi. Donc si tu peux, alors bref, brièvement, parce que j'ai cru comprendre que c'était, voilà, j'ai cru comprendre que c'était assez. Quand on demande à l'enfant s'il est prêt à nous raconter, parce que nous on est prêt à l'écouter, et qu'on lui donne les consignes et les conventions de langage, on lui dit voilà. Je vais te demander de me raconter ton histoire avec tes mots à toi, à ton rythme à toi. Je vais aussi te poser des questions. Si tu ne les comprends pas, voilà, on me donne des consignes. Et puis, dans la façon, au cours de l'entretien, l'enfant peut, par exemple, s'interrompre. Donc, c'est un silence. Ce silence, de notre part, il doit être un petit peu interprété pour ne pas le brusquer. Si on coupe ce silence trop rapidement, parce que le silence fait peur, l'homme a horreur du vide, d'accord ? On va le couper. Peut-être qu'on va l'empêcher de penser. Donc, le premier silence, c'est pour permettre de se concentrer pour penser et rassembler ses souvenirs. Il y a le silence de l'incompréhension. On pose une question et en face de soi, on a quelqu'un qui ne répond pas. Ça peut être à nouveau le silence pour penser. Comment je vais formuler ma réponse ? Je choisis mes mots. Mais ça peut être le silence de l'incompréhension. Ça peut être le silence de « j'ai pas compris la question, mais j'ose pas dire que je n'ai pas compris ». Donc, celui-là, par exemple, le silence... Eh ben, on se doit de l'interrompre parce que pour le coup, l'enfant en face de nous, il est dans un mal-être, hein, il est mal à l'aise. D'où l'importance d'utiliser les mots adaptés par tranche d'âge. Et d'avoir donné les consignes en disant surtout, tu oses me dire je n'ai pas compris, m'interrompre, etc. Et surtout être dans le décodage du non-verbal. Ça peut être le silence qui vient être le silence presque de la sidération. C'est-à-dire que on pose une question et là, pour produire un témoignage, il faut aller fouiller dans ses souvenirs et donc faire appel à sa mémoire. Donc, on a un mécanisme mnémonique qui va se mettre en route, donc on fait jouer sa mémoire et on va faire rejaillir éventuellement un souvenir qui est traumatique. Et là, par exemple, l'enfant, en se replongeant dans ce souvenir, se met à rester bloqué, comme les lapins dans la lumière des phares d'une voiture, et va s'interrompre, donc ne va pas parler. Donc, on n'est pas dans l'incompréhension, on n'est pas dans... je réfléchis, au contraire, il est empêché de penser, ça va être le silence de la sidération. Voilà les 3 grandes catégories. Après, on peaufine. Après, on peaufine. Merci. Alors, je le connaissais, mais je ne savais pas qu'il y avait 7 silences. Comment porter plainte contre un jeune mineur de 13 ans qui sévit sur Instagram avec juste un pseudo? Mais comme pour le reste, si vous allez en gendarmerie, vous déposez plainte, vous faites des captures d'écran, surtout, ça peut aider. Voilà, surtout, oui. Voilà, c'est ça. Surtout, et ça fait gagner du temps à tout le monde. Oui, est-ce que les enregistrements ou screenshots peuvent être considérés comme des débuts de preuve? C'est effectivement ce qu'on vient de dire. Oui, ça continue. Permis, copie. On m'a pas remis une copie de ma plainte, c'est normal? Si c'est un oubli, il faut la demander. Alors, est-ce que c'est vraiment une plainte? Est-ce que, normalement, il faut pouvoir repartir avec? Il faut le demander. C'est peut-être un oubli. Il faut le demander. Normalement, on repart avec on a un double. C'est prévu. C'est prévu maintenant, oui. De rien. Vous pouvez revoir le... Ah oui, bon, ça, j'ai cherché. Formidable. Alors, je crois que tu es en train de réconcilier quand même les gens avec la gendarmerie, ma chère Sonia. Vu les messages que j'ai vus passer avant, pourquoi il n'y a pas des Sonia partout? Alors, je vois pas, donc je fais confiance. Et quand un enfant ne parle pas du tout. Alors, s'il ne parle pas du tout, c'est qu'il y a déjà, on a identifié un changement de comportement. Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est l'orienter vers une psychiatre, un psychologue, pour essayer de débrouiller la parole. Toi? Si l'enfant ne parle pas du tout, ça veut dire que par déduction, c'est pas lui qui a porté sa parole, c'est pas lui qui a pu expliquer. C'est soit on a découvert les faits alors que peut-être il ne les aurait pas dévoilés. Je pense à des dossiers où une agression a lieu dans une chambre ou une pièce de la maison et les parents entendent ou se demandent ce que font les enfants, ouvrent subitement la porte et là tombent nez à nez avec l'agression en particulier. L'enfant n'aurait peut-être, s'il n'avait pas été pris sur le fait, la victime comme l'auteur n'aurait peut-être rien dit. Donc, moi j'entends, la première chose, c'est si l'enfant ne parle pas. Alors, s'il ne parle pas, c'est compliqué. S'il n'a pas dit, c'est toujours plus compliqué de faire l'audition pour nous, PPDJ, de recueillir la parole d'un enfant qui n'a pas lui-même, ne s'est pas prêté à la confidence, que s'il avait parlé.
s'il a déjà parlé une première fois, s'il s'est confié, et qu'ensuite c'est compliqué pour répéter son témoignage, il faut impérativement qu'on respecte ce temps-là et ce silence-là. C'est-à-dire que à la BPDJ, on tolère, et tout le monde doit tolérer, tous les professionnels doivent tolérer ce temps, on ne chemine pas tous à la même allure, et on va dire le temps de la victime n'est pas le temps de la procédure judiciaire ou le temps des adultes. Voilà. Donc ça veut dire que si un enfant arrive à la BPDJ, il a parlé, et là il n'est plus... c'est pas le bon moment pour lui de se confier, il faut qu'on le respecte. Donc là, c'est déjà arrivé, ça arrive quelquefois. À ce moment-là, on explique qu'on peut parfaitement comprendre que c'est peut-être trop tôt, c'est prématuré. Alors, on s'adapte au bagage langagier et aux capacités cognitives de l'enfant, mais on lui explique, avec ce qu'il peut comprendre, que c'est peut-être pas le moment aujourd'hui, mais c'est pas perdu. On a fait connaissance, on lui a fait visiter les lieux, on sait que c'est compliqué pour lui, on le rassure et on lui dit on prend un rendez-vous pour une prochaine fois. Et c'est quand même, je pense, jamais arrivé que la deuxième fois, l'enfant ne parle pas. On est d'accord, dans le cas de figure, il s'est déjà confié une première fois. Ok. Alors, il faut qu'on n'a plus que 7 minutes. Vous utilisez les outils, donc il peut y avoir le dessin, il peut y avoir des poupées, il peut y avoir, je sais que vous avez une petite maison Playmobil aussi. Voilà. Voilà. Elle est là. Alors ça c'est la maison, on a investi. J'ai pas d'action chez Playmobil, d'accord. Donc on s'en fiche sur Insta, on a le droit de faire de la pub. Bon, moi c'est ça là parce que les outils du psychologue en figuratif ou en descriptif ou en projectif sont très chers. Donc nous à la BPDJ, on a fait le choix de cette maison-là parce que d'abord c'est une maison en couple et quand on est sur des violences, en 80% on est sur des violences qui se sont passées à l'intérieur d'une famille intrafamiliale. On a également des petits personnages. Alors, on a les personnages, pareil, Playmobil, qui vont avec la maison, mais on en a d'autres. Anna, si tu veux les amener, j'ai fait un investissement. Donc, il y a des professionnels qui nous regardent. J'ai fait un investissement, un achat Internet sur une famille pour pouvoir travailler. Voilà. On a des petits personnages comme ça. Voilà. Tiens, voilà. Des petits personnages comme ça. Donc, on a dit, les dessins, c'est dit. On a ce gros nounours qui sert pour éponger les peurs ou de défouloir, parce qu'il a reçu quelques baffes aussi, il faut le dire, mais on les tolère. Ce sont des violences qui... c'est l'expression du besoin qu'est la peur ou la colère, donc on peut parfaitement le tolérer. Et puis à côté de ça, donc là, Covid-19 oblige, parce qu'on a tout passé à la machine, tout désinfecté. On a à côté, mais maintenant c'est dans un carton, on a des peluches, on a des poupées mannequins, on a également des poupons qui permettent de servir de médias également de communication, où l'enfant va pouvoir montrer par l'intermédiaire de peluches, soit il s'en sert de manière anthropomorphique et il les fait parler, il y a un petit renard, il y a un blaireau, etc. Soit en prenant des poupées, c'est lui qui choisit, et parfois c'est quand même plus simple pour lui de montrer où ça se passe plutôt que d'avoir à dire le mot qu'il redoute de dire éventuellement. Voilà, donc ça c'est important. Très bien. Allez, pour finir, une dernière, que penses-tu de la chasse aux pédophiles qu'on peut avoir, ceux qui vont piéger des parents ou qui mettent en place des pièges sur Internet et qui vont essayer d'attraper des pédophiles comme on peut voir en Angleterre, mais c'est légalisé, c'est très cadré, il faut jamais solliciter, je sais c'est la personne qui doit solliciter l'enfant qui est derrière l'écran. En France, c'est interdit, mais il y en a qui le font quand même. On a eu un cas ici dans les Landes, à Mont-Marsan, il y a quelques mois, où pareil, une personne est arrivée au rendez-vous et c'était pas un enfant, bon, c'était des adultes qui l'attendaient. Donc, que penses-tu de ça, en sachant que c'est interdit en France? Je crois que tu as tout dit. En tant que gendarme, à partir du moment où c'est interdit, c'est bien de le savoir. Donc, je pense que les gens qui font sans savoir que c'est une infraction. Bon, c'est toujours nul est censé ignorer la loi, mais c'est bien de le savoir après. Celui ou celle qui le fait en connaissance de cause, même si c'est pour la bonne cause, parce que j'espère qu'ils le font avec derrière l'intention de protéger, j'imagine que c'est pas pour nuire, en tout cas pas pour nuire aux enfants. Ils le font en connaissance de cause et donc ils vont s'exposer à des poursuites si poursuites il devait y avoir. Voilà, je pense que je peux pas dire autre chose que ça. Les bonnes intentions n'empêchent pas voilà, de commettre une infraction.
Est-ce que tu veux Merci. la voir, cette salle d'audition, cette salle d'accueil? D'accueil, oui. Allez, Vite on n'a fait. plus que 3 minutes. Bon, je la connais par cœur. C'est là où on boit, c'est là où on boit le café quand je viens. Donc, je la connais par cœur. Ah, voilà, le café, la petite télé pour faire patienter quand les familles viennent à plusieurs avec un choix de DVD. Et puis je tourne, donc en principe, on a essayé de faire quelque chose qui se veut chaleureux. Regarde, Seb, et puis à tous tes followers, hein, ça c'est ce que tu avais dit, voilà ce qu'on avait fait ensemble. Ah oui, exactement. Hein, tu t'en souviens? Voilà. Et je me souviens aussi qu'il y a une boîte Haribo un peu plus bas. Punaise, tu veux pas quand même que je te dévoile tous mes secrets? Oh, mais je les connais, je les connais. Mais voilà. Ah, ah, ah. Ça c'est important. Ça, c'est important. Quand même, l'enfant, quand il a parlé ici, il a beaucoup donné, ça a été douloureux. Il s'est mis au travail parce que c'est un coup psychique de pouvoir dévoiler, entrer en confidence. Donc, il y a toujours, avec l'autorisation des accompagnants et des parents, hein, on a toujours la proposition du petit bonbon. Bon, et puis même si c'est pas l'enfant, il faut que je vous dise un secret, si c'est pas l'enfant qui prend le bonbon, en principe, moi, je passe derrière et j'en prends aussi. Bon, en tout cas, Sonia, je te remercie. C'était très riche, encore une fois. Je fais un grand bonjour à toute l'équipe de la VPDJ, bien sûr, avec qui on travaillait très bien. On va monter une antenne Nouvelle-Aquitaine, donc qui sera sûrement basée à Bordeaux, donc il y aura un lien à faire. Parce que moi, je vais aller sur un autre combat qui est pour éviter la récidive. Je vais intervenir en justice restaurative. Et parce que voilà, il faut aussi travailler sur ça et pour éviter que voilà, ils reproduisent une fois purgé leur peine. Ouais. Donc, mais je vais être en formation à Bordeaux, donc je passerai bien sûr vous saluer. Ah ben oui. Ah oui. J'en doute pas. Ah, en tout cas, merci beaucoup à la BPDJ de Bordeaux. Merci aux gendarmes pour le travail qu'ils font parce que je le répète, moi j'ai un attachement assez important aux gendarmes et aux policiers bien sûr, mais l'accueil que j'ai eu moi est exemplaire et voilà, c'est mieux qu'il y a 5 ans et c'est moins bien que dans 5 ans qui va venir, mais on se rapproche bien sûr de l'excellence et on retient toujours ce qui est de mauvais. Moi, je peux vous dire que la gendarmerie fait un très bon travail sur le terrain et en audition aussi. Donc, merci pour ce que vous faites et à très vite.